Lors du mariage de ma sœur, elle m'a traité de vache bonne à rien. Elle ignorait que j'étais la présidente directrice générale secrète de l'entreprise de son mari, sur le point de détruire leurs finances devant tous les invités avec. Lors du mariage de ma sœur, je me tenais dans le coin le plus sombre de la grande salle de bal, écoutant plus de 250 invités élégamment vêtus rugir d'un rire débridé alors qu'elle me traitait de vache bonne à rien au microphone. Aucune des personnes présentes dans cette pièce, ni les demoiselles d'honneur enregistrant frénétiquement l'humiliation sur leurs téléphones intelligents, ni mes parents hochant la tête avec un accord suffisant depuis la table d'honneur. Et certainement pas le marié levant son verre de whisky coûteux, ne connaissait la vérité. Il ne savait pas que dans exactement 72 heures, la presse financière annoncerait mon nom en tant que nouvelle présidente directrice générale régionale du groupe d'entreprises de plusieurs milliards d'euros qui venait d'acquérir discrètement l'entreprise du marié. Quand il m'a finalement regardé, vraiment regardé, et a réalisé qui j'étais et ce que je tenais entre mes mains, son visage a pris la couleur des cendres humides. Ma vengeance n'a pas été une dispute hurlante au milieu d'une piste de danse, ni un toast dramatique et larmoyant. C'était un secret d'argent, de fraude d'entreprise et d'un règlement de compte brutal caché depuis plus de 30 ans. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce moment explosif, vous devez comprendre la pièce dans laquelle nous nous trouvions. Je m'appelle Valérie. À 36 ans, je maîtrisais l'art absolument parfait de devenir complètement invisible. Je faisais actuellement de mon mieux pour me fondre dans les lourds rideaux de velours de l'aile ouest du domaine de Willow Ridge. C'était un lieu de mariage si spectaculairement prétentieux que la climatisation sentait littéralement la lavande et la vieille richesse. Depuis mon point d'observation près des portes de service de la cuisine, où les serveurs entraient et sortaient avec des plateaux, j'avais une vue parfaitement dégagée sur la foule massive. Ils buvaient actuellement le champagne millésimé que j'avais secrètement payé, mangeaient le filet mignon que j'avais discrètement choisi pour améliorer l'option de poulet standard, et regardaient avec adoration ma jeune sœur Cassidy. Le mariage avait coûté près de 200 000 euros. C'est une somme d'argent stupéfiante et écœurante à dépenser pour une seule soirée de vanité. Une part importante de cette somme, plus précisément les 50 000 euros supplémentaires requis pour réserver ce lieu de luxe spécifique un samedi soir et le bar ouvert haut de gamme de première qualité, avait discrètement quitté mon compte bancaire personnel 6 mois plus tôt. Pourtant, alors que je me tenais là dans ma robe bleu marine sur mesure et discrète, serrant un verre d'eau pétillante, je n'étais pas traité comme la bienfaitrice bienveillante qui avait rendu tout ce cirque possible. J'étais la tache sur le magnifique décor. J'étais le vilain secret qu'il devait inviter par obligation biologique. Cassidy se tenait sur la scène surélevée, le projecteur lumineux accrochant les milliers de cristaux cousus à la main sur sa robe de créateur personnalisée. Elle était magnifique. Elle l'avait toujours été. C'était son unique super-pouvoir, la seule chose qui lui avait permis de glisser à travers 30 ans de vie sans jamais avoir à travailler pour obtenir quoi que ce soit. À côté de la scène, l'animateur musical a baissé le volume du morceau de jazz doux, signalant que les discours passaient des larmes sentimentales au divertissement interactif. J'ai regardé au-delà de Cassidy et j'ai repéré Julian, son tout nouveau mari. Julian était directeur des finances dans une société de conseil de taille moyenne à Denver. Il avait l'air rouge, heureux et beaucoup trop confiant, tenant un verre de whisky sombre et coûteux. Il avait ce charme facile et arrogant d'un homme qui croyait fermement être la personne la plus intelligente dans toutes les pièces où il entrait. Il n'avait absolument aucune idée que la pièce dans laquelle il se trouvait actuellement était construite sur une fondation massive de fonds d'entreprise volés. Il n'avait aucune idée que les immenses centres de tables floraux, les installations d'éclairage dramatique et les verres en cristal dans lesquels ses amis buvaient étaient tous payés par sa propre négligence professionnelle grave et une fraude criminelle pure et simple. Et plus important encore, alors qu'il riait et desserrait sa cravate en soie, il n'avait aucune idée que la belle-sœur silencieuse et légèrement en surpoids qui se tenait près des portes de la cuisine était exactement la personne qui possédait désormais toute son existence professionnelle. J'ai pris une gorgée d'eau lente et délibérée. Je ne considérais pas les compositions florales comme de jolies décorations. Je les voyais comme des lignes flagrantes sur un rapport d'audit jury comptable. 18 000 euros pour des orchidées blanches importées. 9 000 euros pour l'amélioration du service des boissons. Partout où je regardais, je ne voyais pas une célébration de l'amour éternel. Je voyais une scène de crime active. Je voyais mon propre argent et l'argent des actionnaires de mon entreprise transformés en un théâtre de pure vanité pour deux personnes qui se croyaient totalement intouchables. La musique s'est complètement estompée. La salle est devenue d'un calme plat. Le compte à rebours vers leur destruction absolue avait officiellement commencé. Cassidy a saisi le microphone à deux mains.
Ses jointures étaient d'un blanc éclatant et son visage était fortement rouge en raison du 3e ou 4e verre de rosé millésimé qu'elle avait consommé au cours de la dernière heure. Elle a balayé l'immense pièce du regard, ses yeux sautant délibérément la riche famille de son nouveau mari, sautant nos parents qui rayonnaient de fierté jusqu'à ce qu'ils se verrouillent sur moi dans le coin du fond. Un sourire a retroussé ses lèvres. Ce n'était pas un sourire fraternel et gentil. C'était le sourire d'un prédateur qui avait trouvé un animal blessé et sans défense pris au piège dans une cage. Vous savez, a annoncé Cassidy, sa voix amplifiée par un grondement qui a fait trembler les verres en cristal sur les tables. Je dois faire une dédicace spéciale et énorme à ma grande sœur, Valérie. Où es-tu, Valérie? Se cachant encore près du buffet, vérifiant s'ils ont apporté plus de petits pains. Une vague de rire cruel a traversé la pièce. J'ai senti la chaleur monter à l'arrière de mon cou, une brûlure familière de honte, mais je n'ai pas bougé d'un pouce. J'ai gardé ma colonne vertébrale complètement et rigidement droite. C'était une habitude physique qui m'avait été inculquée par des années de survie dans des salles de conseil d'administration brutales et des négociations hostiles, même si ma famille ne voyait en moi qu'un échec avachi et déprimé. Nous devons vraiment la remercier, a poursuivi Cassidy, arpentant la scène comme une humoriste travaillant un public très facile et enivré. Nos parents ont insisté pour que nous l'invitions aujourd'hui. Vous savez comment c'est. Vous devez avoir l'ensemble complet pour les photos. Vous avez besoin de la belle. Elle s'est désignée de manière dramatique, s'arrêtant pour que la foule l'acclame et siffle. Et vous avez désespérément besoin de la bête. Les rires sont devenus considérablement plus forts. C'était un poids physique qui appuyait sur ma poitrine, rendant difficile de prendre une respiration complète. Je plaisante. Je plaisante. Calmez-vous. Cassidy a ri, bien que ses yeux soient d'un froid glacial et entièrement fixés sur moi. Mais sérieusement, regardez-la. Nous avions l'habitude de lui dire qu'elle avait juste une forte ossature quand nous étions enfants. Mais je pense qu'elle a juste grandi pour devenir une vache bonne à rien maintenant. N'est-ce pas, Valérie? Plus vieille, lourde, totalement célibataire, et prenant tout simplement tellement de place. Mais bon, chaque famille a besoin d'une histoire pathétique pour servir d'avertissement, n'est-ce pas? Cela garde le reste d'entre nous motivés pour aller au gymnase et vraiment essayer de réussir dans la vie. La salle a complètement explosé. Ce n'était pas un petit rire poli et inconfortable. C'était un rugissement. 250 personnes, alimentées par l'alcool gratuit que j'avais payé et le frisson primitif de la mentalité de foule, caquetaient absolument à mes dépens. À ma gauche, j'ai vu une table des demoiselles d'honneur de Cassidy. 3 d'entre elles avaient leur téléphone sorti et tenu haut dans les airs. J'ai vu l'interface lumineuse distincte de TikTok sur leurs écrans. Elle faisait un zoom sur mon visage. Elle capturait mon humiliation publique en haute définition pour la diffuser sur le réseau Internet. Je me tenais là et pendant 5 secondes, j'ai eu l'impression d'être écorché vive. Les mots coupaient profondément, rouvrant des blessures profondes et laides qui avaient commencé à saigner quand j'étais enfant et qui ne s'étaient jamais vraiment cicatrisées. Il voyait une femme dans une robe sombre debout seule, absorbant la violence psychologique parce que c'était tout simplement ce que Valérie faisait toujours. Valérie l'encaissait. Valérie absorbait les coups. Valérie était le sac de frappe désigné pour les insécurités de la famille. Mais alors que les larmes chaudes menaçaient de déborder sur mes cils inférieurs, quelque chose d'étrange et de profond s'est produit. Un interrupteur s'est déclenché tout au fond de mon cerveau. Ce fut un clic froid, lourd et métallique qui a instantanément déconnecté mes émotions fragiles de mon intellect. Le troupeau s'est évaporé, remplacé par un calme glacial. J'ai regardé les visages rieurs des professionnels de la finance à la table 5. J'ai regardé l'installation d'éclairage au-dessus de la piste de danse personnalisée. Je possède cette pièce. Pas au sens figuré, au sens littéral. Mon argent, mon travail acharné, mon autorité d'entreprise était le sang réel qui pompait dans les veines de toute cette fête. Et il n'en avait absolument aucune idée. Il voyait une employée de bureau triste et en surpoids qui vivait probablement dans un minuscule appartement. Il ne savait pas que le conseil d'administration avait voté à l'unanimité jeudi dernier. Il ne savait pas qu'il riait de la future présidente directrice générale régionale de système de capitaux Northbridge. J'ai pris une autre gorgée lente de mon eau, laissant le liquide froid m'ancrer. Dans ma tête, j'ai rapidement fait les calculs. 2500 employés sous ma supervision directe et incontestable, un portefeuille d'actifs de plusieurs milliards d'euros.
J'étais l'architecte en chef de l'offre publique d'achat hostile qui venait d'engloutir l'entreprise de conseil Registre Elio. Je n'ai pas pleuré. Mes mains n'ont pas tremblé. Je suis juste resté là à les écouter rire d'un fantôme. L'humiliation m'a submergé et s'est complètement écoulée, ne laissant rien d'autre qu'une clarté absolue et terrifiante. J'allais les laisser terminer leur gâteau coûteux. J'allais les laisser danser toute la nuit. Et puis lundi matin, j'allais prendre tout ce qu'ils avaient. Pour vraiment comprendre pourquoi j'ai pu sortir de cette salle de bal avec les yeux secs, un pouls parfaitement régulier et un cœur complètement dépourvu de pitié, vous devez comprendre exactement d'où je viens. Vous devez comprendre une petite ville étouffante du monde rural de l'État de l'Iowa et une maison peinte d'un jaune vif et joyeux qui cachait une pourriture profonde et purulente dans ses fondations. Mon histoire ne commence pas dans une salle de conseil d'administration à négocier des accords de plusieurs millions d'euros. Elle commence à une table de salle à manger bon marché où les portions d'amour et d'attention étaient servies avec la même inégalité flagrante que les portions de dessert. Les psychologues ont beaucoup de termes sophistiqués pour les familles comme la mienne. Ils parlent de l'enfant prodige et du bouc émissaire. Ils parlent de systèmes familiaux narcissiques et toxiques. Ils parlent du concept de l'enfant de verre, le frère ou la sœur que l'on regarde à travers comme s'il n'existait pas. Alors que toute l'énergie parentale, l'inquiétude et l'argent sont violemment dirigés vers l'autre enfant. Mais quand vous avez 7 ans, vous ne connaissez pas ces termes cliniques. Vous ne connaissez que la réalité froide et dure de votre vie quotidienne. Mes parents, Richard et Brenda, étaient des maîtres absolus de la parfaite illusion de banlieue. Nous ne manquions jamais l'office religieux du dimanche. Mon père tondait la pelouse en rayures diagonales parfaites chaque samedi matin. Ma mère préparait des petits gâteaux élaborés pour les ventes de pâtisserie du quartier. Pour le monde extérieur, nous étions le rêve américain. Mais à l'intérieur de ces murs fins, j'étais lentement, systématiquement et délibérément effacé. Vous savez que vous êtes l'enfant de verre quand votre jeune sœur Cassidy dessine un bonhomme allumette qui ressemble à une pomme de terre grumeleuse et déformée et que votre mère l'encadre immédiatement dans du bois coûteux et l'accroche au centre du couloir pour que tous les invités l'admirent. Vous connaissez votre place exacte dans le monde quand vous ramenez à la maison un bulletin avec des notes parfaites qui vous a été remis par des professeurs qui prennent vos parents à part pour vous qualifier de brillante. Et que votre père Richard jette à peine un coup d'œil au papier pendant une pause publicitaire d'un match de football. Il gromme juste un bruit évasif, vous le rend et dit « C'est bien, Valérie. Maintenant bouge ta tête. Tu caches la télévision. » J'étais le cheval de trait. Cassidy était le poney de concours. Il ne me battait pas physiquement. Il ne m'affamait pas au point que les voisins ou les services de protection de l'enfance le remarquent un jour. Mais ils m'ont étiqueté très tôt, et cette étiquette est devenue ma prison. J'étais la difficile, la sérieuse, celle qui ne souriait pas assez. Cassidy était le soleil. Elle était pétillante, incroyablement bruyante, implacablement exigeante, et mes parents la buvaient comme si elle était la seule goutte d'eau fraîche dans un vaste désert sans fin. Nous avions une lourde bibliothèque en chaîne dans notre salon remplie d'épais albums de photos de famille. Si un étranger devait les feuilleter, il pourrait sincèrement supposer que Richard et Brenda n'avaient qu'une seule belle-fille et peut-être une enfant maladroite du voisin qui errait occasionnellement dans le cadre par accident. Cassidy était toujours en plein centre, brillamment éclairée, souriante et nettement au point. J'étais toujours à la périphérie, regardant vers le bas ou me détournant. Il y a une photographie particulièrement révélatrice d'un voyage en famille au Grand Canyon quand j'avais 12 ans. C'était censé être un vaste portrait de famille, mais dans la version imprimée finale que mon père a fièrement accrochée dans le salon, je suis littéralement coupé. Vous pouvez juste voir mon épaule gauche et une minuscule partie de mon oreille sur le bord extrême du papier glacé. L'objectif de l'appareil photo, tout comme l'attention de mes parents, ne tenait tout simplement pas compte de mon existence. J'ai appris très tôt à me faire petite. J'ai appris que mes besoins humains fondamentaux étaient un inconvénient, tandis que les moindres caprices de Cassidy étaient traités comme des urgences nationales. J'ai arrêté de demander de l'aide pour mes devoirs de mathématiques complexes. J'ai arrêté de demander de nouvelles chaussures quand les miennes ont eu des trous dans les semelles. Je mettais juste du carton plié à l'intérieur et je continuais à marcher jusqu'à l'école dans la neige. Je pensais que si j'étais juste assez bonne, assez silencieuse et que je demandais assez peu, il finirait par remarquer mon sacrifice. Je pensais qu'il finirait par voir ma valeur. Il m'a fallu beaucoup de temps et de douleur pour réaliser qu'il voyait ma compétence non pas comme quelque chose dont il devait être fier, mais comme une excuse pratique pour m'ignorer complètement.
La toute première fois que j'ai vraiment et profondément compris ma place exacte dans la hiérarchie financière et émotionnelle de notre famille s'est produite l'été de mes 18 ans. Alors que Cassidy passait ses longues journées d'été à se prélasser au bord de la piscine municipale dans des maillots de bain coûteux et à se plaindre bruyamment de son ennui, j'ai passé 3 mois brutaux à travailler dans 2 emplois éreintants et épuisants. Le jour, de 6 heures du matin à 2 heures de l'après-midi, je grattais la graisse noire et durcie de la plaque de cuisson plate d'un restaurant local. Je transpirais à travers mon uniforme en polyester bon marché pour le salaire minimum, faisant face à des clients impolis et rentrant chez moi en sentant en permanence la vieille huile de friture et les oignons rassis. La nuit et le week-end, je travaillais sur le quai de chargement de la quincaillerie locale. Je passais des heures à transporter de lourds sacs de paillis humides, de terreau et de mélange de ciment dans les coffres des camionnettes. Mes mains étaient constamment couvertes d'ampoulés à vif. Le bas de mon dos me faisait souffrir d'une douleur sourde et lancinante qui ne disparaissait jamais. Et j'étais perpétuellement épuisé jusqu'à la moelle. Mais je ne me souciais pas de la douleur physique. J'avais un but unique et brûlant qui me tenait éveillé. J'économisais pour l'université. J'avais été accepté dans une très bonne université d'État. Et bien que j'ai réussi à obtenir quelques petites bourses universitaires qui couvraient la majeure partie de mes frais de scolarité, j'avais désespérément besoin d'argent liquide pour des manuels coûteux. Un ordinateur portable bon marché et le dépôt de garantie pour une minuscule chambre d'étudiant hors du campus. À la sueur de mon front, dans le sang et la graisse littérale, j'avais réussi à économiser exactement 3200 €. Pour une fille de 18 ans à qui l'on n'avait jamais donné un seul centime, cela ressemblait à une fortune absolue et intouchable. C'était mon billet de sortie de l'État de l'Iowa, durement gagné. C'était ma liberté. Un mardi matin de la fin du mois d'août, exactement une semaine avant que je ne doive faire mes valises et partir, je suis entré dans la succursale bancaire locale pour retirer l'argent du dépôt. La guichetière, une femme plus âgée nommée Madame Higgins, qui me connaissait depuis l'école maternelle, a tapé mon numéro de compte dans son ordinateur. Elle a regardé son écran, a froncé les sourcils profondément et a tapé les chiffres à nouveau. Puis elle a levé les yeux vers moi et la profonde et silencieuse pitié dans ses yeux m'a noué l'estomac. Elle m'a dit que le compte était complètement vide. Je me souviens de la sensation de froid et d'écœurement qui m'a envahi. Cela a commencé au creux de mon estomac et s'est rapidement propagé jusqu'au bout de mes doigts, les engourdissant. Je pensais que ma carte de débit avait été piratée. Je pensais qu'il y avait une terrible erreur informatique à la banque, mais ensuite la guichetière a doucement tourné le lourd moniteur vers moi. Il y avait un retrait au guichet effectué l'après-midi précédent à 3 heures. Il était signé par Brenda. Parce que le compte avait été ouvert quand j'avais 16 ans, le nom de ma mère y figurait toujours techniquement en tant que tutrice légale. C'était tout à fait légal, et c'était tout à fait dévastateur. Je suis rentré chez moi, mes mains couvertes d'ampoules tremblant violemment sur le volant de la berline rouillée que je partageais avec mon père. J'ai ouvert brutalement la porte d'entrée et j'ai trouvé ma mère dans la cuisine. Elle était assise avec désinvolture à la table, sirotant du thé glacé et regardant des échantillons de tissu coûteux pour de nouveaux rideaux de salon. Quand j'ai exigé, la voix brisée, de savoir où était mon argent, elle n'a même pas levé les yeux des tissus. Elle n'avait pas l'air coupable. Elle avait l'air agacée que j'élève la voix et que je ruine son après-midi paisible. Elle m'a dit qu'elle l'avait emprunté. Elle a dit que le toit nécessitait quelques réparations mineures avant l'hiver et qu'ils étaient un peu à court d'argent ce mois-là. Elle l'a dit avec tant de désinvolture, comme si elle avait emprunté une tasse de sucre à un voisin, et non 3 mois de mon sang, de ma sueur et de mes larmes littérales. Je me tenais là, tremblante d'une rage primitive que je ne m'étais jamais permis de ressentir auparavant. Je lui ai demandé pourquoi elle ne me l'avait pas demandé en premier. Je lui ai demandé comment j'étais censé payer pour l'école, pour mes livres, pour mon lit. C'est alors qu'elle a prononcé la phrase qui allait résonner dans ma tête pour le reste de ma vie. Elle m'a finalement regardé, a soupiré lourdement comme si j'étais un enfant en bas âge faisant une crise de colère, et a dit, « Valérie, tu es forte. Tu trouves toujours une solution. Tu peux juste travailler de nuit pendant le semestre. Tu es la résiliente. » Puis elle a ajouté la phrase ultime. Elle a dit, « D'ailleurs, cette maison est pour nous tous. Quand Cassidy ira à l'université dans quelques années, nous voulons que la maison soit belle pour ses fêtes de départ. Nous devons penser à la famille, Valérie. Ne sois pas si égoïste. » Égoïste. J'avais travaillé 80 heures par semaine pendant que Cassidy bronzait dans le jardin. Pourtant,
j'étais l'égoïste pour avoir voulu garder l'argent pour lequel j'avais physiquement saigné. Ils utilisaient mon extrême compétence comme une arme contre moi. Ils ont décidé que je n'avais pas besoin de soutien parce que je pouvais survivre à la négligence. J'ai contracté un prêt étudiant prédateur dont je n'aurais jamais dû avoir besoin à un taux d'intérêt ridicule. Et j'ai travaillé l'équipe de nuit dans un entrepôt toute ma première année juste pour manger. J'ai survécu, mais je ne leur ai plus jamais, au grand jamais, fait confiance. Si le compte d'épargne volé était une blessure profonde et douloureuse, ce qui s'est passé 3 ans plus tard a été l'exécution absolue de mon moi d'enfant. Le véritable tournant, le moment décisif qui a tué de façon permanente la fille désespérée et désireuse de plaire pour planter la graine froide et calculatrice de la présidente directrice générale impitoyable que j'allais devenir, s'est produit pendant mes vacances d'hiver quand j'avais 21 ans. J'étais rentré à la maison pour Noël, principalement parce que les résidences universitaires étaient fermées pour les vacances et que je n'avais littéralement nulle part ailleurs où dormir. L'atmosphère dans la maison jaune était tendue et étouffante. L'argent manquait alors que Richard se plaignait bruyamment chaque soir pendant le dîner, blâmant l'économie et son patron. Pourtant, miraculeusement, le matin de Noël, il y avait un tas massif et débordant de cadeaux coûteux sous l'arbre pour Cassidy. Des pantalons en jean de créateur, une nouvelle chaîne stéréo, des palettes de maquillage coûteuses et des billets pour un concert. Pour moi, il y avait un pull en laine générique et qui grattait, de taille trop grand, clairement acheté en liquidation dans un magasin discount. Tard une nuit, quelques jours après Noël, je me suis réveillé incroyablement assoiffé. La maison était d'un calme plat. Alors que je me glissais dans le couloir sombre vers la cuisine en chaussettes, essayant de ne pas faire grincer les planches du plancher, j'ai entendu des voix étouffées et urgentes venant du salon. Mes parents se disputaient. Ils pensaient clairement que tout le monde dans la maison dormait profondément. J'ai entendu mon père, Richard, avoir l'air beaucoup plus agressif et paniqué que d'habitude. Il parlait d'argent, et il parlait d'engager un avocat. Je me suis figé instantanément dans le couloir, pressant mon dos à plat contre la cloison sèche-froide, retenant ma respiration si fort que mes poumons me brûlaient. Puis je l'ai entendu dire quelque chose qui a fait geler entièrement le sang dans mes veines. Mère a été parfaitement claire sur le fait que le fonds de placement était pour Valérie. Elle savait que Cassidy obtiendrait tout de nous un jour. Elle voulait que Valérie ait un coussin pour commencer sa vie. C'est explicitement écrit dans le testament, Brenda. Nous ne pouvons pas simplement l'ignorer. Mon cœur tambourinait agressivement contre mes côtes. Il parlait de la mère de mon père. Ma grand-mère était décédée 3 ans auparavant. C'était une femme calme, sévère et très observatrice avec qui j'avais toujours ressenti une étrange parenté, bien que nous nous parlions rarement lors des réunions de famille. La voix de ma mère est intervenue. Elle était tranchante, dédaigneuse et totalement dépourvue de toute empathie maternelle. Richard, sois pratique, a sifflé Brenda dans l'obscurité. Valérie va s'en sortir parfaitement. Elle étudie la finance. Elle va obtenir un travail de bureau ennuyeux, vivre dans un appartement ennuyeux et avoir une vie stable. Elle n'a pas besoin de 28 000 €. 28 000 €. Dans ce couloir sombre, le chiffre a résonné dans ma tête comme un coup de feu. C'était une somme astronomique pour moi. C'était de l'argent qui changeait la vie. Cela signifiait que je n'aurais pas à manger des nouilles instantanées bon marché pendant une année de plus. Cela signifiait que je pourrais réellement dormir la nuit au lieu de travailler de nuit à l'entrepôt. Et apparemment, il m'avait été laissé spécifiquement et légalement. Pense à Cassidy, a poursuivi Brenda, sa voix s'adoucissant dans ce ton d'une douceur écœurante qu'elle réservait uniquement à ma sœur. Cassidy a un vrai potentiel de star. Elle a besoin de ses cours de théâtre privés et coûteux en ville. Elle a besoin d'une meilleure voiture si elle doit se déplacer pour des auditions. 28 000 € pourraient complètement lancer sa carrière. Ce serait gaspillé sur Valérie. Richard a marmonné quelque chose dans sa barbe sur le fait qu'il était hautement illégal de toucher à un fonds de placement en raison du risque de vérification comptable. Ma mère a ri. C'était un son sec, laid et hautement calculateur. Personne n'est au courant, Richard. L'exécuteur testamentaire est ton vieux copain d'université. Il te doit bien ça. Il fera ce que nous lui dirons. Nous ne faisons que réaffecter les ressources là où elles obtiendront le meilleur retour sur investissement. Valérie est une survivante. Cassidy est une star. Nous investissons dans la star. J'ai entendu le lourd cliquetis d'un verre posé violemment sur la table basse en bois. Puis un silence de mort.
Je n'ai pas fait irruption dans la pièce. Je n'ai pas crié après eux. Je n'ai pas exigé mon argent ou menacé d'appeler la police. L'ancienne Valérie, la fille qui espérait encore que ses parents l'aimeraient, aurait pu le faire. Mais la Valérie qui portait actuellement des chaussures de sport trouées, la Valérie qui avait déjà appris que ses larmes n'avaient absolument aucune valeur dans cette maison, a fait tout autre chose. Je me suis retourné et je suis retourné silencieusement dans ma chambre d'enfant glaciale. Je suis resté allongé dans mon lit, fixant le plafond granuleux pendant des heures, et j'ai senti quelque chose en moi se durcir de façon permanente. C'était comme regarder du fer en fusion refroidir pour devenir un bloc d'acier solide et incassable. J'ai réalisé avec une certitude absolue que je n'étais pas une fille pour eux. Je n'étais pas un être humain avec des sentiments ou un avenir. Je n'étais qu'une ressource à exploiter lorsque c'était nécessaire et un obstacle à gérer lorsque je devenais gênante. J'ai pris une décision froide et calculée cette nuit-là. Si je voulais survivre, je devais arrêter de chercher leur validation. J'allais disparaître. Pas physiquement. Je n'avais nulle part où fuir et pas d'argent pour le faire. J'allais disparaître financièrement. J'allais devenir un fantôme. Ils avaient décidé que j'étais le personnage secondaire qui ne nécessitait pas de budget. J'ai décidé que j'allais les laisser croire exactement cela. Pendant que je construisais un empire qu'ils ne pourraient jamais toucher. Dès le lendemain matin de cette terrible conversation sur mon héritage, j'ai fondamentalement changé ma façon d'interagir avec ma famille. J'ai arrêté de leur dire quoi que ce soit de réel. J'ai construit une forteresse massive et impénétrable autour de ma vie réelle, la posant brique par brique angoissante. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec grande distinction de l'université, je leur ai dit que j'avais à peine réussi avec des notes de passage. Quand j'ai obtenu mon premier vrai travail chez Capito Northbridge en tant qu'analyste de données junior, je leur ai dit que je n'étais qu'une employée temporaire de bas niveau faisant de la saisie de données basiques dans un sous-sol sans fenêtre. Je me suis usé jusqu'à l'os pendant 14 années consécutives. J'étais toujours la toute première personne à badger dans le bâtiment de l'entreprise à 6 heures du matin et la toute dernière personne à partir à 10 heures du soir. Je mangeais des plats à emporter bon marché dans des récipients en plastique à mon bureau pendant que l'équipe de nettoyage de nuit passait l'aspirateur sur les tapis autour de mes pieds. J'ai travaillé plus dur, j'ai été plus intelligente et j'ai surpassé chaque personne dans ma division. J'ai gravi les échelons de l'entreprise avec une concentration implacable et terrifiante. D'analyste junior à chef de projet, puis directrice et enfin vice-présidente de la stratégie. Chaque fois que j'obtenais une promotion, chaque fois que je gagnais une prime massive à 6 chiffres, je la déposais discrètement sur des comptes cryptés dont ils ignoraient l'existence. J'ai amassé mon succès et ma richesse comme un écureuil paranoïaque amassant des noix pour un hiver nucléaire. Quand j'ai dit à ma mère que j'avais été promue vice-présidente, espérant contre mon meilleur jugement juste une once de véritable fierté parentale. Brenda avait soupiré lourdement au téléphone et avait demandé si cela signifiait que j'avais enfin ma propre place de stationnement ou si je devais toujours marcher sous la pluie depuis le garage public comme une paysanne. Elle ne savait pas qu'être vice-présidente dans une méga-entreprise comme Capito Northbridge signifiait que je gérais personnellement un portefeuille d'actifs d'entreprises plus important que le produit intérieur brut de certaines petites nations insulaires. Elle ne le savait pas parce qu'elle n'avait jamais pris la peine de demander, et j'avais depuis longtemps cessé d'offrir l'information. J'ai maintenu l'illusion sans faille, presque de manière obsessionnelle. Quand j'étais obligé de leur rendre visite dans l'État de l'Iowa pour la fête de l'Action de grâce ou les vacances de Noël, je ne conduisais pas ma berline de luxe. Je louais la voiture économique la moins chère et la plus cabossée que je pouvais trouver au comptoir de location de l'aéroport. Je portais exprès des vêtements délavés de friperie et des chaussures éraflées. Je me plaignais bruyamment de l'augmentation du coût des courses et du loyer. Je les laissais payer des dîners bon marché dans des chaînes de restaurants, assise tranquillement pendant qu'ils me regardaient avec un mélange de pitié et de supériorité suffisante. Lors d'un dîner de Noël en particulier, Cassidy s'était ouvertement moquée de mon petit travail de bureau, se vantant d'un rappel mineur qu'elle avait obtenu pour une publicité automobile locale. J'ai juste souri, hoché la tête et mangé ma dinde sèche, sachant pertinemment que plus tôt ce matin-là, j'avais exécuté une opération boursière qui m'avait rapporté plus d'argent que Richard n'en avait gagné dans toute sa vie professionnelle. Je les ai laissés croire à leur propre récit tordu et confortable. Je les ai laissés croire que j'étais la perdante, celle qui luttait, celle dont il fallait désespérément avoir pitié mais qu'il ne fallait jamais, au grand jamais, aider financièrement. Je fonctionnais comme un défaut dans l'arrière-plan de leur matrice familiale parfaite. Entièrement silencieuse et complètement indétectée. Ils se croyaient si intelligents, m'écartant du tableau,
volant mes économies et falsifiant des documents pour voler mon héritage juste pour financer la carrière d'actrice ratée de Cassidy. Ils se félicitaient pour leur brillante gestion des ressources. Ils n'avaient pas réalisé qu'en me poussant dans les ombres glaciales et en me dépouillant de mon filet de sécurité, ils m'apprenaient exactement comment chasser dans l'obscurité. Ils m'ont appris à opérer sans filet de sécurité, sans applaudissements et sans une seule once de pitié. Ils ont construit un monstre d'efficacité d'entreprise. Et ils ignoraient complètement et béatement que le monstre tenait un registre très détaillé et inébranlable de chaque affront, chaque euro volé et chaque insulte. 3 semaines avant que je ne me tienne dans le coin de cette salle de bal de mariage pour être traité de vache bonne à rien par ma sœur, j'étais assise dans le salon de mon appartement terrasse avec vue sur la baie d'Elliott à Seattle. L'heure sur l'écran de mon ordinateur portable indiquait 2 heures du matin. Dehors, la ville était endormie, une sombre et scintillante tapisserie de rues pluvieuses et de lumières portuaires lointaines brillant à travers le brouillard. Mais à l'intérieur de mon salon, l'air crépitait du bourdonnement électrique silencieux d'un moment décisif pour ma carrière. J'étais assise dans ma chaise ergonomique coûteuse, une couverture enroulée autour de mes épaules, et j'actualisais ma boîte de réception professionnelle sécurisée pour la 100e fois de la nuit. Et finalement, à 2h15 exactement, il était là. Le courrier électronique provenait du président du conseil d'administration de système de capitaux Northbridge. La ligne d'objet était trompeusement ennuyeuse. Jargon d'entreprise standard, résolution du conseil 402B concernant la structure de direction régionale. Je l'ai ouvert en cliquant. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il a en fait ralenti pour un battement régulier, rythmé et incroyablement calme. C'était la concentration calme et terrifiante d'un tireur d'élite qui avait finalement aligné le tir parfait et impossible après avoir attendu dans les broussailles glaciales pendant 14 ans. Le courrier électronique était bref et très officiel. Il déclarait qu'à compter du 1er du mois suivant, j'étais officiellement nommé en tant que nouvelle présidente directrice générale régionale pour la division Ouest. Je me suis penché en arrière, le cuir de qualité supérieure de la chaise grinçant doucement dans le silence total de l'appartement de 4 billions € que j'avais acheté entièrement avec mon propre argent. J'ai laissé échapper un long souffle que j'avais l'impression de retenir depuis que j'avais 18 ans, debout dans cette banque locale. Je l'avais fait. J'avais atteint le sommet absolu et indéniable de la chaîne alimentaire de l'entreprise. J'occupais un poste qui s'accompagnait d'un salaire de base massif à 7 chiffres et d'options d'achat d'actions qui pourraient littéralement acheter la maison jaune et joyeuse de mes parents 100 fois. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à l'immense bail vitré allant du sol au plafond et j'ai pressé ma paume contre la vitre fraîche. La pluie de Seattle ruisselait sur le verre, brouillant les lumières de la ville en taches dorées. Mon reflet me fixait dans le verre sombre. J'avais l'air fatigué. Il y avait des cernes profonds et sombres sous mes yeux qu'aucune quantité d'anti-cernes coûteux ne pouvait complètement cacher. Le prix de 14 années de labeur implacable était gravé sur mon visage. L'instinct humain dicte que lorsque vous remportez la plus grande victoire monumentale de toute votre vie, vous voulez désespérément appeler quelqu'un. Vous voulez partager la joie. J'ai regardé mon téléphone posé face vers le bas sur l'îlot de cuisine en marbre. Qui appellerais-je? Si j'appelais ma mère, Brenda m'interromprait probablement au milieu d'une phrase pour se plaindre de l'augmentation du coût des compositions florales du mariage de Cassidy ou pour demander si je m'étais souvenu d'envoyer le chèque pour le cadeau de la fête prénuptiale. Si j'appelais mon père, Richard demanderait probablement si le nouveau poste de présidente directrice générale s'accompagnait d'une meilleure assurance maladie parce qu'il pensait changer de prestataire et voulait que je paie ses primes. Il ne dirait pas félicitations. Il calculerait simplement comment il pourrait extraire la nouvelle richesse. J'ai réalisé alors, debout entièrement seul dans l'obscurité, que le succès massif est une expérience incroyablement silencieuse, presque brutale, quand on est le fantôme de la famille. Il n'y a pas d'applaudissements. Il n'y a pas de bouchons de champagne qui sautent ni d'étreintes chaleureuses. Il n'y a que le bruit de la pluie frappant la vitre épaisse et le faible bourdonnement mécanique du réfrigérateur de luxe. Je me suis détourné de la fenêtre. La sentimentalité était hautement inefficace, et je n'avais plus de place pour elle. J'avais du travail sérieux à faire. Avec le courrier électronique de nomination, le conseil avait envoyé un lien numérique sécurisé vers la salle de données de transition et d'acquisition. Northbridge venait de finaliser les documents pour conclure un accord massif sur une entreprise de taille moyenne basée à Denver appelée Conseil Registre Elio. En tant que nouvelle présidente directrice générale, mon travail principal et immédiat était de faire le ménage. Ma réputation dans l'industrie n'était pas tendre. On m'appelait le scalpel. J'étais la cadre qu'ils envoyaient pour couper la pourriture financière,
renvoyer les poids morts, rationaliser les opérations gonflées et intégrer l'actif nouvellement acquis dans l'immense machine Northbridge. Je me suis rassise à mon bureau, j'ai versé une tasse de café noir frais et je me suis connecté au serveur hautement sécurisé. J'ai cliqué sur le dossier intitulé Finances de Helio. Je n'avais absolument aucune idée que l'ouverture de ces fichiers numériques spécifiques allait allumer une bombe qui anéantirait toute l'existence de ma famille. Je pensais juste faire mon travail. Je me suis assise dans la lueur silencieuse de l'écran de mon ordinateur portable. La pluie de Seattle continuait son martèlement régulier contre la vitre. L'acquisition de Conseil Registre Helio était une initiative massive pour Capitaux Northbridge. C'était un jeu stratégique pour dominer le marché régional, ce qui signifiait que la salle de données à laquelle je venais d'avoir accès contenait des milliers de fichiers hautement confidentiels. J'ai commencé à ouvrir des dossiers, ressources humaines, conformité légale, frais généraux d'exploitation, et enfin rapport d'audit interne. Je savais, bien sûr, que mon tout nouveau beau-frère, Julian, travaillait chez Helio. C'était l'une des principales raisons pour lesquelles j'avais délibérément gardé mes distances lors des premières discussions d'acquisition, me récusant officiellement pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Mais maintenant que l'encre était sèche et que l'accord était complètement conclu, le conflit avait entièrement disparu. Maintenant, il n'était que du personnel. Maintenant, il était sous ma juridiction directe. J'ai cliqué sur l'organigramme des ressources humaines. J'ai fait défiler la longue liste de noms de l'entreprise, mes yeux scannant l'équipe de direction principale de Helio. Il était là, Julian, directeur des finances. J'ai fixé sa photo numérique pendant un long moment. Il souriait, de ce sourire charmant, facile et incroyablement arrogant qui avait convaincu ma sœur qu'il était une prise exceptionnelle. Il avait l'air si incroyablement confiant. Et pourquoi ne le serait-il pas? Il était un directeur de 32 ans gagnant un très confortable salaire à 6 chiffres. Récemment fiancé à la fille la plus jolie et la plus exigeante de notre ville natale. J'ai fermé le dossier des ressources humaines et j'ai ouvert l'audit interne préliminaire pour le 3e trimestre. C'était toujours là que les corps étaient enterrés dans toute prise de contrôle d'entreprise. Chaque entreprise en a. De petites inefficacités, des pratiques comptables paresseuses, des abonnements à des logiciels oubliés. Mais alors que je faisais défiler le rapport préliminaire dense et sec déposé par l'équipe de vérification préalable de Northbridge, un drapeau rouge vif a soudainement attiré mon œil exercé. C'était une petite annotation, presque insignifiante, écrite dans les marges de la section des dépenses discrétionnaires par l'un de nos auditeurs juniors. La note disait simplement « Fréquence inhabituelle des paiements aux fournisseurs d'événements. Écart extrêmement élevé par rapport au taux standard du marché. Recommande un examen plus approfondi avant l'intégration finale. » J'ai froncé les sourcils, me penchant plus près de l'écran lumineux. Dans le grand schéma d'une acquisition d'entreprise de plusieurs milliards d'euros, quelques fêtes de fin d'année hors de prix ou des dîners avec des clients n'étaient généralement qu'une erreur d'arrondi. La plupart des cadres l'ignoreraient, mais j'étais méticuleuse. C'était exactement comme ça que j'avais survécu à ma famille, et c'est comme ça que j'avais conquis Northbridge. J'ai ouvert le tableur de données brutes pour les comptes payables, en filtrant spécifiquement pour le marketing et les événements internes. J'ai trié la liste massive par nom de fournisseurs et fréquence de paiement. Le tableur s'est rapidement reconfiguré, les lignes et les colonnes clignotant avant de se fixer dans un nouveau modèle. Un seul nom de fournisseur a soudainement dominé tout l'écran, apparaissant encore et encore dans le registre. Événements lumière et dentelle. Je me suis figé. Mes doigts planaient rigidement au-dessus du pavé tactile. Événements lumière et dentelle. Cela semblait si incroyablement chic. Cela semblait professionnel et hautement personnalisé. Mais je savais exactement ce que c'était. J'ai senti un picotement froid et aigu d'incrédulité absolue envahir l'arrière de mon cou. C'était la société à responsabilité limitée que ma sœur Cassidy avait enregistrée avec enthousiasme exactement 2 ans plus tôt quand elle avait soudainement décidé qu'elle voulait être organisatrice d'événements haut de gamme. Elle l'exploitait entièrement depuis la chambre d'amis de la maison qu'elle et Julian venaient d'acheter. Pour autant que je sache, son plus grand et unique vrai client était un voisin au bout de la rue qui avait besoin d'aide pour organiser une fête d'anniversaire très thématique pour un chat. J'ai regardé l'adresse du siège social indiquée dans le dossier du fournisseur. C'était une boîte postale au centre-ville de Denver, pas leur adresse résidentielle. C'était une tentative maladroite et amateur de dissimulation, mais apparemment c'était juste assez intelligent pour passer inaperçu lors d'un coup d'œil distrait par la précédente direction paresseuse chez Helio. J'ai commencé à creuser dans les chiffres réels,
et ce que j'ai vu a complètement glacé mon sang. J'ai commencé à cliquer sur les factures numériques individuelles. Facture numéro 1044. Dîner d'appréciation des clients. Coût 18 500 €. Facture numéro 1056, retraite d'entreprise de cohésion d'équipe, décoration et logistique. Coût 42 000 €. Facture numéro 1089, frais de consultation pour gala de fin d'année. Coût 15 000 €. Les chiffres étaient absolument stupéfiants. Je connaissais intimement l'industrie de l'événementiel d'entreprise. Je savais exactement ce que coûtaient les choses sur le marché de Denver. Ce n'était pas de simples marges bénéficiaires de fournisseurs standards. C'était un vol à main armée effronté. 15 000 € juste pour des frais de consultation. Vous pouviez engager un organisateur de mariage de célébrités pour ce montant. J'ai cliqué pour ouvrir la copie numérique de la facture 1056. Il y avait le logo en haut, une police dorée bouclée et incroyablement de mauvais goût que Cassidy avait probablement conçu elle-même en utilisant un logiciel gratuit. Et là, tout en bas de la facture, se trouvait la signature d'approbation numérique. Julian, directeur des finances. Mon estomac s'est violemment retourné. Ce n'était pas une nausée physique. C'était la sensation froide et pesante d'une profonde déception mélangée à une excitation croissante et terrifiante. J'avais toujours pensé que Julian était juste faible. Je pensais qu'il était un homme sans caractère qui aimait la voix de la moindre résistance, un homme qui laissait ma sœur l'écraser parce que c'était plus facile que de combattre ses exigences infinies. Mais je ne pensais pas qu'il était stupide. Et je ne pensais certainement pas qu'il était un criminel effronté. C'était un détournement de fonds. C'était emballé dans une jolie police bouclée et déguisé en dépenses professionnelles légitimes de l'entreprise. Mais c'était du vol pur et simple. Julian canalisait intentionnellement l'argent de l'entreprise, l'argent de Helio, qui était maintenant officiellement l'argent de Northridge, directement dans la fausse société écran de sa femme. J'ai rapidement exécuté un tableau croisé dynamique sur le tableur pour additionner le total des paiements effectués à Lumière et Dentelle au cours des 18 derniers mois. J'ai appuyé sur la touche Entrée. Le chiffre final est apparu dans le coin inférieur droit de mon écran en texte noir en gras. 214 650 €. Je me suis adossé à ma chaise complètement stupéfaite. C'était de là que venait l'argent pour leur tout nouveau véhicule utilitaire sport de luxe. C'était comme ça qu'ils s'étaient offerts les rénovations massives et inutiles de leur maison. C'était comme ça qu'ils payaient actuellement ce mariage ridicule de 200 000 €. Ils ne vivaient pas seulement follement au-dessus de leurs moyens. Ils vivaient sur le temps de l'entreprise volée et les pièces de l'entreprise volée. Et la partie la pire et la plus poétique de tout cela était le chiffre lui-même. 214 000 €. C'était presque exactement le total combiné du compte d'épargne que ma mère avait volé quand j'avais 18 ans, du fonds de placement que mes parents m'avaient volé par falsification quand j'avais 21 ans, et de la décennie de prêts prédateurs et de sauvetage que je leur avais donné. Julian était le directeur des finances. Il était celui qui avait été explicitement engagé pour garder la porte de l'entreprise. Et au lieu de cela, il la tenait grande ouverte pendant que sa femme reculait un énorme camion jusqu'au coffre-fort. Ils étaient des parasites. Mes parents m'avaient volé pour donner à Cassidy. Julian volait son entreprise pour donner à Cassidy. Tous les chemins, tout l'argent volé menait directement à ma sœur. Elle était un trou noir de droits acquis consommant tout sur son orbite. J'ai téléchargé chaque facture, chaque courrier électronique d'approbation et chaque registre de transfert bancaire. Je les tenais. Je les tenais complètement en flagrant délit. J'étais sur le point de plonger dans les reçus détaillés de l'entreprise quand une notification a doucement retenti dans le coin supérieur droit de mon écran. C'était un courrier électronique envoyé à ma boîte de réception personnelle. Le moment était si incroyablement parfait. On aurait dit que cela avait été écrit par une puissance supérieure. J'ai cliqué dessus. Le courrier électronique venait de Cassidy. Il était formaté avec un fond qui ressemblait à du papier cartonné de couleur crème avec des paillettes étincelantes animées. Le texte disait « Salut Valérie. Je sais que je suis super en retard avec ça, mais les choses ont été absolument folles pour planifier le jour parfait. Quoi qu'il en soit, voici le lien officiel d'invitation numérique. Petite note, comme nous avons dû élargir la liste des invités pour inclure certains des amis d'affaires importants de papa, nous avons dû faire un tout petit ajustement. Les invités de la catégorie famille élargie et amis éloignés, c'est toi, sont priés de couvrir le coût de leur assiette et de leur présence.
C'est juste un petit prix à payer pour célébrer le grand amour, n'est-ce pas? La facture sera générée lorsque tu cliqueras sur le lien. S'il te plaît, paie dans les 24 heures pour que nous puissions confirmer ton siège aux tables du fond. Amour, Cassidy et Julien. J'ai fixé l'écran, ma mâchoire se décrochant physiquement. Sur le côté gauche de mon moniteur se trouvait la preuve indéniable et juridiquement contraignante que Cassidy et Julien avaient drainé plus de 200 000 € de l'entreprise que je dirigeais maintenant. Sur le côté droit de mon moniteur se trouvait une demande joyeuse de ma part de payer pour le privilège d'assister au mariage qu'ils finançaient avec mon argent volé. J'ai cliqué sur le lien de la facture juste pour voir à quel point c'était absurde. Le total n'était pas un petit prix. C'était 1 850 €. J'ai parcouru la liste détaillée. Coût de l'assiette, frais d'accès au bar ouvert, taxes de coordination du lieu, contribution de soutien à la suite nuptiale. On me facturait des frais de soutien à la suite nuptiale alors que je n'étais même pas autorisé à faire partie de la suite nuptiale. Avant même que je ne puisse assimiler l'audace absolue et totale de la facture, mon téléphone portable a vibré sur le comptoir en marbre. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de ma mère. Je l'ai mis sur haut-parleur. Valérie, la voix de Brenda était sévère, la voix d'une matriarche profondément déçue. Cassidy vient de m'appeler. Elle a dit que tu n'as pas encore payé le lien. Ne sois pas difficile à ce sujet, maman, ai-je dit, en gardant une voix complètement neutre. Pourquoi me facture-t-on presque 2 000 € pour assister au mariage de ma sœur? Je suis assise à la table 19 qui est littéralement à côté des portes battantes de la cuisine. Oh, pour l'amour du ciel! Ma mère a soupiré lourdement, le son familier de son mépris absolu pour mon existence. Ce n'est que de l'argent, Valérie. Tu as un travail de bureau ennuyeux. Tu n'as pas de mari, pas d'enfant, pas de prêt immobilier. À quoi d'autre vas-tu bien pouvoir le dépenser? Ta sœur construit une belle vie. La famille est de la famille. C'est la règle. Est-ce que la famille vole la famille, maman, ai-je demandé doucement, la question planant lourdement dans l'appartement silencieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa voix s'est instantanément aiguisée pour devenir une lame défensive. Rien, ai-je menti avec aisance. Dis à Cassidy que je paierai la facture ce soir. J'ai raccroché le téléphone. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien lancé. J'ai ouvert un nouveau dossier hautement crypté sur mon disque dur d'entreprise sécurisé. J'ai nommé le dossier Projet Willow. J'ai glissé toutes les factures frauduleuses, les virements bancaires et les signatures d'approbation de Julien dans le dossier. Ensuite, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai payé la facture de mariage de 1 850 €. Cela semblait complètement contre-intuitif, je sais. Pourquoi leur payer un seul centime de plus? Parce que je voulais un billet. J'avais besoin d'être dans cette pièce. J'avais besoin d'assister au moment exact où la musique cesserait de jouer. J'allais les laisser se tenir sur une scène et se sentir comme la royauté absolue. Et puis j'allais brûler tout leur royaume jusqu'au sol. Cela nous ramène au présent, de retour au domaine de Willow Ridge, de retour au moment exact où les rires de la blague de Cassidy sur la vache bonne à rien n'ont finalement commencé à s'estomper dans la salle de bal. Je me tenais dans l'ombre près des portes de la cuisine, le verre d'eau froide à la main, écoutant les derniers petits rires de 250 personnes qui pensaient que j'étais une blague pathétique. La partie de moi qui était la petite fille de l'État de l'Iowa, l'enfant de verre qui voulait juste que sa mère regarde son bulletin scolaire, a tout simplement cessé d'exister à ce moment-là. Je n'ai absolument rien ressenti d'autre qu'une clarté pure et absolue. Je n'ai pas pleuré. Je ne suis pas allé aux toilettes en courant. J'ai tourné le dos à la scène et j'ai commencé à marcher délibérément vers les lourdes doubles portes menant au foyer principal et à la sortie. J'avais besoin d'un peu d'air avant d'exécuter la phase finale. Alors que je m'approchais du bar principal près de la sortie, les doubles portes se sont ouvertes. Julien revenait dans la salle de bal. Il s'était apparemment éclipsé pendant le discours de son nouveau beau-père pour utiliser les toilettes ou prendre un verre en privé avec ses garçons d'honneur. Il tenait un nouveau verre de whisky ambré, le visage rouge d'alcool et d'une joie arrogante. Il a entendu les rires qui s'estompaient et a regardé vers la scène où Cassidy se prélassait encore dans la lueur de sa cruauté extrême. Puis il a tourné la tête et m'a vu marcher directement vers lui. Il a d'abord souri. C'était un sourire condescendant, plein d'une profonde pitié. « Eh, Valérie » a-t-il dit en bredouillant légèrement, s'appuyant contre le bar en acajou. « Ne le prends pas trop à cœur. Tu sais comment elle est.
Elle s'amuse, c'est tout. Tu devrais vraiment apprendre à accepter une plaisanterie. Je me suis arrêté de marcher. J'étais exactement à 3 pieds de lui. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et pour la toute première fois de ma vie entière, je ne l'ai pas regardé comme une belle-sœur silencieuse et abattue. Je l'ai regardé comme une présidente directrice générale regardant un employé subalterne hautement remplaçable qui venait d'être pris en train de voler dans la caisse enregistreuse. Le sourire suffisant de Julien a immédiatement vacillé. Il a vu quelque chose sur mon visage qui n'y avait pas sa place. Il a vu une autorité froide et absolue. Puis ses yeux ont légèrement dérivé. C'était peut-être la façon rigide dont je me tenais. C'était peut-être la froideur pure et terrifiante qui irradiait de ma posture. Ou peut-être, à travers la brume du whisky coûteux, son cerveau a-t-il finalement fait la connexion critique qu'il aurait dû faire 3 jours plus tôt. Plus tôt cette semaine-là, Capito Northbridge avait envoyé une note interne confidentielle à la direction principale de toutes les filiales acquises, y compris Helio. Elle contenait le plan de transition, et elle incluait une photo haute résolution de la nouvelle présidente directrice générale régionale. J'ai observé la seconde exacte où la réalisation a frappé son cerveau. J'ai regardé les engrenages s'accrocher et s'arrêter violemment. Il a cligné des yeux forts, 1 fois, 2 fois, comme s'il essayait de dissiper une terrible hallucination. Il a plissé les yeux vers moi. « Attends » a-t-il chuchoté. La couleur s'est vidée de son visage si vite que cela ressemblait à un tour de magie. Sa peau est passée d'un rose sain et rougeau à la couleur de la cendre morte et humide. Sa main a commencé à trembler violemment. Il a laissé tomber son verre. Il a heurté le parquet en bois dur avec un fracas massif qui ressemblait exactement à un coup de feu. Le whisky a éclaboussé ses chaussures en cuir coûteuses, mais il n'a même pas tressailli. Non, a-t-il respiré, faisant un pas chancelant en arrière. Non, non, non. Il a jeté un regard affolé à la scène où Cassidy levait le microphone pour une autre blague. Puis il m'a regardé de nouveau, ses yeux étaient écarquillés, terrifiés, implorants. « Vous êtes Flore » a-t-il bégayé, sa voix se brisant dans un ton aigu. « Valérie Flore. Northbridge. » Je n'ai pas dit un seul mot. J'ai juste haussé un sourcil. Une confirmation silencieuse de sa perte absolue. La panique, primitive et complète, a envahi tout son corps. Il n'a pas marché. Il s'est précipité. Il a couru vers la scène, bousculant violemment un serveur, renversant presque une composition florale à 18 000 €. « Cassidy » a-t-il crié. Le son a déchiré les derniers rires dans la pièce. C'était un son de pure terreur absolue. Cassidy s'est arrêté au milieu de sa phrase, l'air confuse. Julien a sauté maladroitement sur la scène, trébuchant presque sur sa traîne coûteuse. Il a saisi son bras avec une force qui l'a fait grimacer. « Arrête » a-t-il hurlé directement dans le microphone, provoquant un crissement massif et perçant de la scène qui a fait que la moitié des invités se sont bouchés les oreilles. « Tais-toi. Tu dois te taire tout de suite. » La salle est devenue silencieuse comme la mort. L'animateur musical a brusquement coupé la musique de fond. « Qu'est-ce qui te prend » a sifflé Cassidy en essayant de dégager son bras, le visage rouge de colère. « Je la critique juste pour rire. »« Tu ne peux pas » a crié Julien, sa voix amplifiée dans chaque coin de la salle silencieuse. Il a pointé un doigt tremblant violemment directement vers moi, debout dans l'ombre près du bar. « C'est elle. C'est la chuteuse. »« Quoi ?» Cassidy avait l'air complètement perplexe. « C'est Valérie Flore » a hurlé Julien, le désespoir le rendant presque incohérent. « C'est la présidente directrice générale. C'est la nouvelle présidente directrice générale de Northbridge. C'est ma patronne. Elle possède tout. » Les mots flottaient dans l'air lourd. « Elle est ma patronne. » Pendant un battement de cœur, personne n'a bougé. Les invités ont regardé de la scène vers le fond de la salle. Ils ont regardé la vache bonne à rien debout dans la robe bleu marine. Puis les murmures ont commencé. C'était un faible bourdonnement. J'ai vu les gars de la finance à la table 5 tourner la tête. Je les ai vus fouiller désespérément dans leurs poches pour prendre leur téléphone. J'ai regardé 50 personnes ouvrir simultanément leur moteur de recherche. La lumière bleue des écrans de leurs téléphones intelligents illuminait leurs visages choqués. Julien tremblait sur scène, tenant le microphone comme si c'était une grenade dégoupillée. Cassidy avait l'air d'avoir été frappé physiquement,
sa bouche grande ouverte dans une réalisation horrible. J'ai posé un dernier regard sur eux. Je me suis retourné, le son de mes talons claquant rythmiquement sur le parquet en bois dur. Je suis retourné directement à la table 19. Mon verre d'eau y était toujours posé. Je l'ai pris, j'ai pris une gorgée et je l'ai reposé. La salle entière observait chacun de mes mouvements dans un silence paralysé. J'ai regardé directement au-delà de ma sœur, croisant le regard de l'homme tremblant dans son smoking. Je n'ai pas crié. Je n'avais pas besoin d'un microphone. Dans ce silence, ma voix portait parfaitement. Monsieur Porter, ai-je dit. C'était la voix exacte que j'utilisais pour licencier un millier de personnes sans trembler. Je vous verrai à 9 h lundi matin. Salle de conférence 14B. Nous avons quelques divergences très importantes concernant les coûts des fournisseurs d'événements que nous devons clarifier. J'ai vu ses genoux céder littéralement. Il a trébuché en arrière, se rattrapant à la cabine de l'animateur musical. Il savait. Il savait que j'avais les factures. Je me suis retourné, j'ai poussé les lourdes doubles portes et je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Le ciel a explosé avec les feux d'artifice qu'ils avaient exigé que je paie, mais je n'ai pas levé les yeux. J'ai juste marché jusqu'à ma voiture, les laissant brûler. Le lundi matin, au siège social de Capitol Northbridge, ça ne sentait pas la lavande et la vieille richesse. Ça sentait l'ozone, l'air fortement filtré et l'odeur piquante de l'antiseptique d'entreprise. C'était l'odeur d'un environnement stérile préparé pour une chirurgie brutale. Je suis entré dans la salle de conférence 14B à exactement 8h59. La pièce était glaciale, dominée par une table massive faite d'une seule dalle de noyer de récupération. À ma droite était assis Harrison, mon chef des finances nouvellement nommé, un homme qui voyait le monde entier strictement à travers le prisme de l'évaluation des risques et de la responsabilité. À ma gauche était assise Nadia, la redoutable directrice de la conformité de l'entreprise. En face d'eux était assis Julian Porter. Il semblait considérablement plus petit que sur cette scène 2 nuits plus tôt. Son costume sur mesure, habituellement coupé à la perfection, pendait lâchement sur ses épaules affaissées. Sa peau avait toujours ce teint gris pâteux d'un homme qui avait passé les dernières 48 heures à vomir violemment sa propre anxiété. À côté de lui était assis un avocat, un partenaire junior d'un cabinet de niveau intermédiaire, clairement engagé dans une panique aveugle un dimanche après-midi. Je ne me suis pas assise en bout de table. J'ai marché vers une chaise poussée contre le mur de verre du fond, me positionnant entièrement comme une observatrice plutôt que comme une participante directe. « Bonjour », ai-je dit, ma voix totalement dépourvue de toute inflexion humaine. Soyons clairs sur le protocole strict de cette réunion. Bien que je sois la présidente directrice générale de cette organisation, mon lien personnel avec les parties impliquées crée un conflit d'intérêts direct. Par conséquent, je me récuse formellement du processus de prise de décision finale concernant l'emploi et la situation juridique de M. Porter. Je suis ici uniquement pour fournir un contexte historique au comité indépendant. Harrison, Nadia, la parole est à vous. Julian a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient cernés de rouge et absolument désespérés. Il a ouvert la bouche pour parler, peut-être pour prononcer mon nom ou implorer la loyauté familiale, mais son avocat a posé une main ferme sur son avant-bras pour le faire taire instantanément. « Merci, mademoiselle Flore », a dit Nadia. Elle n'a même pas regardé Julian. Elle a regardé directement les données projetées sur l'écran géant au mur. « Monsieur Porter, nous sommes ici pour discuter d'une série de graves irrégularités financières découvertes lors de l'audit d'acquisition de Conseil Registre Elio. Plus précisément 20 paiements distincts totalisant 214 650 € payés à un fournisseur répertorié comme événement lumière et dentelle. » Elle a cliqué sur un bouton et l'écran s'est rempli des factures falsifiées côte à côte avec les registres de virements bancaires montrant l'argent coulant directement dans le compte d'épargne conjoint de Julian et Cassidy. « Le modèle est indéniable », a ajouté Harrison, la voix sèche et mortelle. « Facture approuvée par vous, Monsieur Porter, pour des services facturés à 300% de la valeur marchande standard. Fonds transférés au fournisseur, puis déplacés dans les 48 heures vers un compte personnel détenu par vous et votre femme. Ce n'est pas une erreur comptable. C'est un cas d'école de fraude électronique et de détournement de fonds. » L'avocat de Julian s'est raclé la gorge, ajustant sa cravate avec inconfort. « Mon client ne nie pas que les transactions ont eu lieu », a dit l'avocat avec aisance. « Cependant, nous contestons fermement l'intention. Monsieur Porter est victime d'une coercition domestique extrême.
J'observais depuis ma chaise contre le mur. J'ai vu Julien hocher vigoureusement la tête, les yeux écarquillés. « Expliquez » a dit Harrison, son stylo planant au-dessus de son bloc-notes. Monsieur Porter était soumis à une contrainte émotionnelle et psychologique extrême, a déclaré l'avocat. Sa femme, Cassidy Porter, a initié tout le stratagème. Elle a créé la société écran à responsabilité limitée. Elle a exigé les fonds de l'entreprise. Monsieur Porter a tenté de s'y opposer. Nous avons imprimé des courriers électroniques prouvant son extrême réticence, mais il a été manipulé. On lui a dit que s'il n'offrait pas ce style de vie somptueux, le mariage prendrait fin immédiatement. Il a agi non pas par avidité personnelle, mais par peur. Il était un pion involontaire dans le plan criminel de sa femme. Julien a finalement parlé. Sa voix était faible, avide et incroyablement pathétique. Elle a des goûts très luxueux, a chuchoté Julien, regardant ses mains tremblantes. Elle m'a dit que tout le monde gonflait les comptes de dépenses. Elle a dit que si je l'aimais vraiment, je m'arrangerais pour payer les rénovations de la maison. Je ne voulais pas voler. Je le jure, elle m'a forcé à le faire. Je l'ai fixé à travers la pièce. L'homme qui s'était tenu sur cette scène et qui avait fièrement porté un toast à sa belle et parfaite mariée disséquait maintenant froidement son caractère pour sauver sa propre peau misérable. Il jetait activement la femme qu'il venait d'épouser aux loups fédéraux pour s'acheter 5 minutes de liberté supplémentaire. Nadia a regardé Harrison, puis a regardé Julien avec un dégoût ouvert et total. Le comité est parvenu à une décision fondée sur les preuves, a déclaré Harrison en fermant son épais dossier. Monsieur Porter, votre emploi est résilié immédiatement pour faute grave et motif valable. Nous rejetons votre offre de coopération. Northbridge décline votre aide pour faire de votre épouse un bouc émissaire. Nous trouvons votre tentative de transférer la responsabilité totale sur votre femme éthiquement répugnante. Julien s'est figé, le souffle coupé dans sa gorge. Vous êtes conjointement responsable, a ajouté Nadia froidement. De plus, le dossier d'enquête complet est remis à la division des crimes financiers de l'État cet après-midi pour des poursuites immédiates. Vous ferez face à des accusations fédérales. Non, a haleté Julien en se levant si vite que sa chaise s'est écrasée au sol. Il m'a regardé en ignorant complètement le comité. Valérie, s'il te plaît. Tu sais comment elle est. Tu sais comment ta famille fait pression sur les gens. Je suis juste comme toi. Je suis une de leurs victimes, moi aussi. Il essayait réellement de créer un lien avec moi sur les abus de ma propre sœur. Il essayait d'utiliser mon traumatisme d'enfance pour excuser son crime. Je me suis levé de ma chaise contre le mur. Je pense que nous en avons assez entendu, ai-je dit. J'ai regardé Julien droit dans les yeux. Sortez de mon immeuble. 2 jours plus tard, je suis retourné dans l'État de l'Iowa. J'ai conduit une voiture de location jusqu'à la joyeuse maison jaune où j'avais grandi. Elle semblait considérablement plus petite et beaucoup plus pathétique que dans mes souvenirs. La peinture s'écaillait fortement près des gouttières, un détail que mes parents avaient probablement ignoré parce qu'ils étaient trop occupés à dépenser mon argent volé pour améliorer le style de vie de Cassidy. Cassidy m'attendait seul dans le salon. Mes parents n'étaient pas là. J'avais insisté, par l'intermédiaire de mes avocats d'entreprise très chers, pour que cette dernière rencontre se déroule strictement entre nous deux. La maison était d'un calme de mort. Je me suis assise à la table de la salle à manger, la même table où on m'avait dit d'être moins égoïste 18 ans plus tôt. J'ai placé un épais document juridique relié devant Cassidy. Elle avait l'air absolument ruinée. Elle portait un survêtement gris trop grand, pas de maquillage, et ses yeux étaient gonflés, presque fermés à force de pleurer. La bravade de la mariée avait complètement disparu. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, sa voix étant un chuchotement sourd et rauque. « C'est un accord de restructuration financière, ai-je dit calmement. Mais avant que tu ne le signes, j'ai 2 choses à te montrer. » J'ai sorti une photocopie d'une lettre manuscrite. Mon avocat l'avait trouvée enfouie profondément dans les archives du tribunal des successions du comté. C'est une lettre de notre grand-mère, ai-je dit. Elle l'a écrite à l'exécuteur testamentaire de sa succession la semaine avant sa mort. Lis-la. Cassidy a pris le papier, les mains tremblant violemment. J'ai regardé ses yeux parcourir l'écriture cursive. Je connaissais les mots par cœur. Assurez-vous que ce fonds de placement est blindé. Valérie est la seule dans cette maison qui voit le monde clairement. Ses parents la négligeant.
Sa sœur est élevée pour être une pièce d'apparat inutile. Je veux que cet argent soit le bouclier de Valérie contre eux. Cassidy a fait un bruit qui était moitié sanglot, moitié halètement. Elle a laissé tomber la lettre. Il savait, a-t-elle chuchoté. Maman et papa savaient qu'elle le voulait pour toi et ils l'ont pris. Ils l'ont pris parce qu'ils ont décidé que tu étais le meilleur pari financier, ai-je dit d'un ton neutre. Ils ont investi dans le poney de concours. Mais ce pari a échoué, Cassidy. L'argent a disparu. Ta nouvelle maison va être saisie par la banque. Les voitures ont disparu, mais il y a pire. J'ai sorti la pile de courriers électroniques imprimés de Julien. Ceux qu'il avait fièrement remis à mon comité pour se sauver. Je les ai fait glisser sur la table. Lis ce que ton mari pense de toi, ai-je dit. Elle a lu les courriers électroniques. Elle a lu comment il l'a traitée de manipulatrice, comment il affirmait qu'elle l'avait forcée à commettre une fraude, comment il avait offert de témoigner contre elle devant le tribunal fédéral s'il le laissait partir libre. J'ai regardé le dernier pilier restant de sa vie parfaite et privilégiée voler en mille éclats de réalité transactionnelle. Il m'a vendu, a-t-elle sangloté, enfouissant son visage dans ses mains. Il l'a fait, ai-je convenu, ne ressentant absolument aucune pitié. Il va dans une prison fédérale, Cassidy. Mais tu n'y es pas obligé. Si tu signes ce document, tu me transfères directement tes capitaux propres dans cette maison, la maison de maman et papa, qu'ils ont achetée avec mon argent volé. En échange, Northbridge ne te poursuivra pas en tant que co-conspiratrice criminelle. Tu me devras l'argent personnellement. Tu me rembourseras lentement sur tes propres revenus au salaire minimum. Pas d'intérêt, juste le capital. Elle a regardé les murs de la maison jaune. Elle a regardé les photos sur le manteau de la cheminée, le sanctuaire de sa propre perfection d'enfant. Puis elle m'a regardé pour la toute première fois de sa vie entière. Elle ne m'a pas regardé comme une rivale ou un compte bancaire. Elle m'a regardé comme un être humain. Elle a pris le stylo et elle a signé le papier. Elle a cédé la maison. Elle a cédé la retraite de ses parents. Elle a cédé son illusion d'être l'enfant prodige. 6 mois plus tard, je me tenais sur le balcon de mon appartement terrasse à Seattle. La pluie tombait en fines nappes. Je tenais mon téléphone à la main, regardant un courrier électronique officiel du bureau du procureur. Julien Porter avait plaidé coupable de fraude électronique. Il avait été condamné à 36 mois dans un pénitencier fédéral. Sa carrière était définitivement terminée. J'ai balayé l'écran jusqu'à la notification suivante. C'était un reçu de virement bancaire de Cassidy. 200 €. Une note y était jointe. J'ai commencé mon service au café. J'ai mal aux pieds. Voici le premier paiement. J'ai souri en prenant une gorgée de mon café noir. Il lui faudrait 40 ans pour me rembourser à ce rythme, mais je ne me souciais sincèrement plus de l'argent. Elle tenait enfin sur ses propres pieds. Je n'avais pas parlé à mes parents depuis 6 mois. Ils vivaient dans un appartement minuscule et exigu, absolument furieux que leur plan de retraite les ait complètement coupés de tout. J'ai regardé les lumières scintillantes de la ville. J'ai réalisé alors que la plus grande vengeance n'était pas de voir Julien aller en prison dans une combinaison orange. Ce n'était pas de voir Cassidy faire un travail de vente au détail brutal. Il ne s'agissait pas du tout de punition. Il s'agissait de la vitesse de libération. Je m'étais complètement échappé. Je n'étais plus le bouc émissaire. Je n'étais pas l'enfant de verre. Je n'étais pas la vache bonne à rien. J'étais Valérie. Et j'étais enfin entièrement libre. J'ai quitté leur scène, je suis sorti de leur ombre, et je n'ai plus jamais, au grand jamais, regardé en arrière.